Bonjour Emma, Bonjour Karine, merci infiniment d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. avec plaisir. Alors Emma, tu es une voix qui se fait entendre depuis quelques années, avec une volonté rugissante, hein, clairement, de faire voler littéralement des fausses croyances, principalement en matière de grossesse, d'accouchement, mais aussi de vaccins infantiles particulièrement. Tout ça à l'appui de beaucoup de recherches, beaucoup d'études sur l'étude des chiffres, des faits concrets, officiels, avérés, mais pas forcément divulgués, à l'appui aussi évidemment de ta propre expérience, de tes propres expériences en tant que femme, en tant que maman de trois enfants. Et tu as mis l'ensemble donc de ces recherches, de ces constats-là, dans un livre qui s'appelle Faux départ, se réapproprier la naissance. Voilà, ici le sous-titre. Donc en auto-édition, qu'on peut retrouver sur ton site internet. Un livre qui est clair, qui se veut rassurant et soutenant, surtout pour les parents, les mamans, les futures mamans ou les mamans qui sont déjà mamans mais qui choisissent d'autres directions. Et pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde, finalement, ce livre. Un travail de synthèse, de recoupement d'informations. Et ce monde en a grandement besoin. Est-ce que tu veux nous parler, toi, de ta propre bouche, de cet ouvrage et on ira après dans le cœur du sujet. Oui, merci Karine. J'ai écrit ce livre quand ma deuxième fille avait 5 mois et tu penses bien que c'était une discipline militaire parce qu'il fallait se lever presque pendant la nuit histoire d'écrire ce livre. J'avais envie de l'écrire quand c'était encore tout frais dans ma mémoire parce qu'on a tendance à oublier ce qui se passe lors d'un accouchement. Et puis, j'avais vécu la naissance de la première fille à l'hôpital 8 ans auparavant. Et ça avait été un traumatisme, mais j'avais pas encore compris à ce moment-là que c'était pas de ma faute ce qui s'était passé. Je restais encore persuadée que mon corps avait pas su faire, que mon col s'était pas bien dilaté, etc. Et puis, il y a eu tout l'effet toboggan, comme je l'écris dans le livre. Donc, l'effet toboggan, c'est vraiment le cœur de ce que je fais dans mon travail d'accompagnement, de repérer à quel moment il y a le grain de sable dans la mécanique de la nature qui fait que bah, il y a tout qui... Et ce grain de sable, il vient des protocoles qui sont standardisés à toutes les femmes. Évidemment, moi, je m'adresse aux femmes qui ont des grossesses à bas risque, etc. Et donc, quand j'ai préparé le deuxième accouchement de cette seconde fille, je me suis retrouvée en réétudiant cette fois avec une connaissance différente l'histoire de ce premier accouchement, je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma mémoire, j'avais engrammé des souvenirs qui étaient faux. Parce qu'évidemment, dans les souvenirs, peu importe de quel sujet on parle, on sait aujourd'hui que la majorité de nos souvenirs sont faux parce qu'on se répète une histoire en boucle d'une expérience et en fait, à force, on tord la réalité, bien que même dans le présent, la perception de la réalité, ça fait aussi partie de mon travail, elle est toujours biaisée. Donc finalement, je me suis dit, c'est pas possible. Il va falloir maintenant que je comprenne tout ce par quoi je suis passée pour pouvoir accoucher différemment, parce que plus de fausses croyances, plus de peur, donc. Et du coup, quand j'ai pu accoucher à la maison, parce que c'était vraiment le projet, alors je détaille tout, pourquoi et comment dans mon livre, je me suis dit, maintenant, il va falloir partager ça. Et c'était une des premières choses qu'on s'est dites avec Pascal quand notre fille est née. Bah, à ce moment-là, c'est tellement dingue ce qu'on vient de vivre, il va falloir, si seulement le monde savait, c'est comme ça que le livre se finit, si seulement le monde savait, et Pascal me dit, bah alors dis-le au monde. Et ça a commencé comme ça, en fait, cette histoire de ce bouquin, et ensuite est venu encore un troisième enfant, Edison, notre petit bébé qui a 8 mois maintenant. Alors lui, il a eu une naissance encore plus dingue. Je n'ai pas encore eu l'occasion de trop raconter cette naissance, je la raconte enfin, publiquement parce que je la raconte bien en détail dans mon mastermind de la naissance. Et du coup, lui, il est né dans la salle de bain. J'étais seule quasiment jusqu'au bout. Et donc, Pascal n'était pas là. Et c'était vraiment un enfantement encore sur un autre plan. Et là, c'est à partir de là que je me suis dit, bon, en livre, ça va être compliqué maintenant. Ça va faire
un pavé monumental si je veux expliquer ce que j'ai vécu. Et là, ça a été vraiment une expérience au-delà de ce que souvent les personnes cherchent dans l'expérience naturelle. Là, ça a été encore au-delà. Et c'est vraiment quelque chose que j'explique auprès des couples que j'accompagne, avec Pascal, du coup, qui m'a rejoint dans l'aventure, parce qu'il y a vraiment un message mystique dans la naissance. Et il est ultra puissant. Quand la femme arrive à télécharger ce message-là, elle ne revient plus jamais comme elle est partie. Et son enfant aussi, du coup, parce que lui, c'est souvent un peu l'oublié, malheureusement, de toute l'équation. On parle beaucoup des parents, mais l'enfant, lui aussi, c'est son premier moment sur Terre dans son incarnation. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et j'ai pas eu l'occasion de le développer dans le livre puisque j'avais pas encore été télécharger ce message qui m'est venu comme ça, en fait. Hein. J'ai pas cherché puisque, évidemment, personne ne parle de ça. Alors, c'est devenu pour moi maintenant une évidence qu'il fallait aller avec mon bâton de pèlerin et puis expliquer ce qui se passe. Alors, bah, je suis super émue, du coup, je ne m'attendais pas à ce que tu embrayes et que tu nous livres cette merveille-là tout de suite, comme ça. Donc, on y reviendra, si tu veux bien. Euh, J'aimerais comprendre comment tu te situais, à quel endroit tu te situais il y a de ça 10 ans en arrière. Tu avais, toi, toutes ces fausses croyances en toi? Tu étais dans ce modèle-là? Oui, complètement. En 2013, donc j'étais sur le point d'accoucher de ma première fille. Et puis là, mon cheval de bataille, c'était les vaccins infantiles. Donc moi, toutes mes minutes à moi que j'avais disponibles, c'était pour étudier ce qu'on injectait dans le corps des enfants. Et je suis partie en croisade dans ce domaine-là. Je me suis formée, j'ai été passionnée par le sujet, je le suis toujours, bien que maintenant, c'est toujours la même rengaine, comme je le dis. Donc bon, c'est moins excitant hein, parce que c'est toujours le même scénario. Mais j'étais donc focalisée là et j'avais pas encore compris que la dynamique était la même chose dans la naissance. La même chose, c'est-à-dire on crée un problème pour mieux le résoudre. Ce que j'explique aussi à travers mes vidéos sur l'ingénierie sociale, c'est-à-dire comment on fabrique le consentement des masses. Alors moi, je ne suis pas dans les notions de ça c'est bien ou ça c'est mal. Hein. Ça ne me concerne pas. Moi, je dis juste ce qui est. Et après, aux gens de faire leur avis. Moi, évidemment, j'ai le mien, mais juste de savoir comment on fonctionne. Et à ce moment-là, je n'avais pas compris que si on veut attaquer une civilisation, il fallait attaquer la naissance. C'est le meilleur moyen de foutre en l'air une civilisation, c'est de foutre en l'air ce qui se passe dans la naissance. Parce qu'encore une fois, dans la naissance, tout est là. Tout le royaume est là dans ce moment-là. Et donc, bah, moi, je suis arrivée les mains dans les poches, comme énormément de primipares, donc les femmes qui attendent leur premier enfant, en me disant, bah, on accouche depuis que le monde est monde, les femmes savent faire, la nature est bien faite, allons-y gaiement. Je voulais un accouchement naturel comme la plupart des femmes primipares, parce que moi, j'en ai beaucoup qui me contactent. Et souvent, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les accompagne ou pas? Ça a été beaucoup ma question, parce que moi-même, je me souviens quand j'attendais mon premier enfant, je me disais, bon, mais finalement, c'est pas sorcier, si elles y sont arrivées, je vais y arriver aussi. Sauf que, il y avait une chose que je n'avais pas encore compris, c'est que le faire dans un système hospitalier aujourd'hui, ou même il y a 10 ans, hein, parce que c'est toujours la même chose, ben, c'est beaucoup plus difficile que de le faire chez soi où on n'est pas perturbé dans ce processus-là. Donc, c'est possible de le faire partout, si on veut cette expérience de la vivre de cette façon partout, mais plus on va être entouré, plus il va y avoir de monde autour de soi, plus il va falloir être ultra préparé parce que toutes ces personnes vont venir parasiter le processus. Et alors, évidemment, dans une structure hospitalière où il y a toute une série de protocoles, parce que c'est comme ça, encore une fois, moi, ça ne me concerne pas de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. J'ai mon avis là-dessus par rapport à mes recherches. Les élèves qui me suivent, bah, je leur mets tout à disposition pour se faire leur avis. Mais oui, j'étais exactement la tête dans le cirage parce que j'avais pas compris ça, en fait. Et ça a tout changé parce que du coup, je me suis trouvée dans ces protocoles. Donc, on parle de par exemple, on perce la poche des os pour accélérer le travail, on met de l'ocytocine de synthèse pour que ça aille plus vite. Il y a toujours cette dynamique de on presse le citron, et puis une fois qu'il est bien pressé, qu'il commence à fatiguer, on le réanime. Hein. C'est toujours la même dynamique. Et j'ai fait partie
quasiment 60% des femmes qui ont eu un accouchement traumatique pour le premier. Et du coup, tu as vécu ça comme des électrochocs? En fait, même pas, parce que quand on ne connaît pas ses options, on n'a pas d'option. Donc moi, je ne savais pas sur le moment que ça ne devait pas se passer comme ça. Parce qu'on m'a dit à l'hôpital, ben, madame, maintenant que vous êtes là, votre col, ben, moi j'avais tellement mal, je me suis dit, bon, je suis dilatée à 10 quand je suis arrivée, comme beaucoup de femmes. Et on m'a dit, bah, madame, votre col, il a 1 centimètre. Mais comme il va s'ouvrir d'1 centimètre par heure, dans 9 heures, normalement, c'est bon. Je me suis dit, je vais mourir, c'est pas possible, je vais mourir. Et donc, j'avais demandé la péridurale. En plus, le père de ma fille, qui n'est pas Pascal, à l'époque, alors lui est encore plus dans le cirage que moi. En plus, il m'avait carrément laissé pour aller voir un client. Enfin bref, c'était vraiment la totale. Et on était aussi peu préparés l'un que l'autre, en fait. Et du coup, la péridurale a fait que le travail s'est complètement arrêté. Moi, clouée sur un lit avec toutes les machines, avec le monitoring, etc. Et ça, c'est l'effet toboggan, parce que du coup, bah, il n'y a plus rien qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans les protocoles, ben, il va falloir booster les contractions artificiellement. Et c'est là que les bébés commencent souvent à fatiguer, etc., etc. Donc, ça n'a pas été un électrochoc parce que sur le moment, moi, le message qu'on m'avait donné, c'était, bah, Madame, heureusement qu'on est là parce que sinon, vous seriez quand même mal barrée chez vous. Et je suis restée pendant 8 ans avec cette idée. Alors évidemment, j'ai accouché, mon postpartum, ça a été un désastre. Ma fille a fait une jaunisse monumentale parce qu'en plus, elle avait eu un hématome sur la tête à cause de mon appareil. On m'avait évidemment pas dit que ça pouvait créer un ictère, hein, donc une jaunisse carabinée, donc hospitalisation. Et en fait, toute la suite a été comme ça. Et j'ai développé une hypervigilance maternelle, alors c'est moi qui le dis, parce que je remarque ça chez beaucoup de femmes qui ont eu un accouchement qui ne s'est pas passé comme elles l'auraient voulu, ou le message qu'elles ont retenu est j'ai pas été capable d'une façon ou d'une autre. Elles développent souvent une hypervigilance où elles ont tout le temps l'impression qu'elles font pas assez bien pour leur enfant pour, d'une certaine façon, essayer de se reconnecter avec cet enfant. Mais la connexion, c'est au moment de l'enfantement qu'elle se fait normalement. Et donc moi, je suis rentrée là-dedans, l'épuisement, l'allaitement, ça a été une misère totale parce qu'en plus, à l'hôpital, on m'a donné tous les conseils qu'il faut surtout pas donner. Comme moi, c'était pas mon truc, moi, j'étais plutôt donc dans le domaine des vaccins. Je me suis dit, bon, ben, je fais ce qu'on me dit. Et a priori, je vais pas non plus chaque fois faire ma forte tête, même si ça me semblait quand même un peu exagéré. Et puis, ça a été une catastrophe. Et ça n'a pas été un électrochoc parce que je ne savais pas que c'était pas juste et que c'était pas normal. Mais l'électrochoc, Donc, du coup, il arrive quand tu réalises, c'est quand tu tombes sur les faits, les chiffres, les- oui, quand je prépare mon deuxième accouchement, donc 8 ans plus tard, alors, j'avais étudié tout ce qui concerne l'ingénierie sociale. Enfin, j'ai commencé à construire tout un puzzle qui avait commencé principalement avec les vaccins, mais il y avait déjà un certain nombre de sujets. Et au moment où il me manquait 2 pièces, j'ai envie de dire, grosso modo. Et au moment où je prépare ce deuxième accouchement, je voulais absolument pas revivre ce que j'avais vécu pour le premier. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment me jeter dedans. Et alors là, ça a été la même sensation que quand j'ai ouvert la boîte de Pandore sur les injections des enfants. Et, et là, m'est apparue une des 2 pièces. Et donc, ça m'a permis de préparer cet accouchement différemment. Evie est arrivée à la maison. Ça a été un électrochoc, mais le plus gros, ça a été quand j'ai vécu la deuxième naissance à la maison de mon troisième enfant. Et là, c'était pour moi la dernière pièce parce que, encore une fois, là, par contre, j'ai pas pu me préparer puisque personne n'en parle. Donc, du coup, ça m'est venu comme ça. effectivement, personne n'en parle et pourtant, on sent comme un mouvement, un élan vraiment de beaucoup de parents, de mamans qui ont envie de revenir à la physiologie naturelle. Euh, Oui, ça, c'est ce que j'ai vécu pour mon deuxième accouchement. C'est ça, la physiologie. Et effectivement, il y a un énorme mouvement qui est extraordinaire. Et moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne, attention, c'était pas du tout mieux avant, parce que moi, je leur fais tout un cours sur l'histoire. Et on va visiter ce qui s'est passé. Et alors, c'était vraiment pas mieux avant. C'était différent, mais c'était pas mieux. La femme avait absolument pas de considération
quand on pense qu'à l'époque, les femmes, à peine elles accouchaient, alors il y avait les relevailles, comme on dit, hein, cette période de postpartum qui durait plus ou moins un mois, où on mettait les femmes couchées tranquillement, puis après elles se relevaient. Mais quand même, la plupart, elles recommençaient leurs travaux ménagers droit derrière, avec toute la marmaille d'avant. Et maintenant, on a accès à l'information, alors qu'avant, on était dans l'ignorance aussi, hein. Donc, pour moi, on vit l'âge d'or maintenant par rapport à toutes les opportunités qu'il y a. Maintenant, mon message aujourd'hui, la physiologie, c'est la première étape de mon accompagnement, c'est la physiologie. Mais après, il y en a encore toute une multitude pour arriver au message ultime pour moi. La physiologie, c'est nécessaire pour préparer le terrain, mais ce n'est pas l'objectif pour moi. Ça fait partie d'un outil nécessaire pour atteindre ce message dont je parlais tout à l'heure. Et oui, mais c'est-à-dire qu'on a tellement été déconnectés de nos corps, en fait, c'est au-delà d'une histoire de parentalité, c'est une histoire de se réapproprier nos corps, euh, et qui plus est dans l'enfantement, ça c'est certain. En fait, c'est plus encore même que le corps, tu vois, Karine. C'est la Quand on dit se souvenir de qui on est, l'enfantement, c'est à ce moment-là qu'on est connecté à qui on est. Alors, certains vont l'appeler ce côté divin en nous, ou peu importe comment on l'appelle. On va faire simple, on va dire ça comme ça. Mais le message, il est là. C'est-à-dire que quand la femme accède à sa divinité, elle ne peut plus non seulement la renier, mais elle ne peut plus faire autrement que de l'être et de l'incarner après. Et donc, c'est comme un bouton start d'accoucher, c'est ça. C'est on enlève tous les programmes qu'on nous affiche sur la tête et c'est une occasion rêvée d'en finir de façon quasiment instantanée. Et pour moi, c'est pour ça que la naissance est attaquée aujourd'hui, plus que jamais. Parce qu'il y a des personnes qui commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je ne dis pas que dans les hôpitaux, c'est conscient, absolument pas, hein. La plupart tous sont ignorants, ça se joue à des niveaux différents. Alors, ce qu'on entend et ce que tu diffuses beaucoup jusque-là est très factuel, très sourcé, très solide. Et je me demandais justement, et je vois que non, est-ce que la spiritualité, c'était antinomique pour toi? Et je constate que non, aujourd'hui. Là, tu nous emmènes vers une voie, tu parles de mystique. Donc, j'aimerais du coup que tu nous ouvres cet espace, si tu es d'accord. Ben, pour moi, le mystique, c'est le factuel qu'on ne peut pas voir avec ses yeux. Pour moi, ce n'est pas un autre domaine, c'est juste le même. Quand on parle d'un courant électrique dans une prise, personne ne le voit. Tout le monde est d'accord pour dire je ne peux pas voir le courant électrique qu'il y a dans la prise. Pourtant, ça existe. Tout le monde a le Wi-Fi à la maison. Même les gens les plus terre à terre, quand tu parles de spiritualité, vont dire ouais, mais bon, t'es un peu perché. Ok, très bien. Mais toi, alors, t'es un peu perché pour penser qu'il y a quelque chose chez toi qui fait que tu peux te connecter à d'autres informations qu'on appelle Wi-Fi. Bon, ben moi, j'ai un Wi-Fi différent. Et c'est pas parce que toi, tu ne peux pas le voir ou le percevoir ou voir les effets qu'il a ou le potentiel qu'il a qu'il n'existe pas. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout un autre sujet. C'est juste que quand on parle d'études, aujourd'hui, je ne peux pas sortir des études sur des champs invisibles puisque personne ne les fait. Donc, je prends les études qui sont à ma disposition concernant certains chiffres qui vont aller sur un petit bout du terrain, on va dire. Mais le plus gros bout du terrain, c'est le monde qu'on ne peut pas percevoir avec nos sens. Et c'est là que réside tout, finalement. Nos sens sont juste là pour nous piéger dans toute l'équation. Mais il y a un moment donné, on est quand même fabriqué de base avec un cerveau qui a une partie rationnelle et cognitive. Et donc, de comprendre toutes les strates de notre cerveau, pour moi, permet de justement mieux capter comment on est fait et comment on peut percevoir la réalité. C'est vraiment toujours, je dis la même chose tout le temps en boucle, c'est ce qui compte, c'est pas la réalité, c'est la perception de la réalité. Et donc, quand je parle d'études, effectivement, pour beaucoup de personnes, c'est plus facile à capter que quand je vais parler de peut-être d'ondes alpha ou theta, ou etc., où les gens ont peut-être un peu plus de mal parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Pourtant, tout aujourd'hui se mesure, et même si on a peut-être moins d'études à disposition pour certains phénomènes. Maintenant,
Après, moi, je ne cherche pas à évangéliser ni à convaincre. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît chez les gens qui m'écoutent, parce que finalement, pour moi, ça m'est égal. Chacun fait sa vie et je suis une pro-liberté ultime. Donc, s'il y a bien un sujet dans lequel il faut foutre la paix aux gens, c'est sur ça. Moi, par contre, c'est vrai que j'ai nos limites. Et donc, plus perché que moi, c'est pas possible, parce que moi, j'envisage tout. Mais encore une fois, peut-être que je ne fais pas percher parce que j'essaye pas de convaincre les autres. Et puis, ça me regarde et c'est mon truc. Oui, absolument. Mais comme tu parles, voilà, d'expériences mystiques, tu parles de sentir le divin en soi au moment de ce téléchargement. Alors, du coup, est-ce que peut-être tu peux, est-ce que tu es d'accord pour nous parler de ce que tu as ressenti ou au moment de ce téléchargement, comme tu dis? Oui, en fait, bon, encore une fois, je vais essayer de mettre des mots sur quelque chose qui reste Hmm. indescriptible, mais disons que quand j'étais avec ces sensations donc d'accouchement, puisque là c'était pour la naissance de mon fils, le dernier, il y a un moment où je ne vais pas refaire tout le processus de la naissance, mais pour que la femme, elle arrive à lâcher, pour que le col se dilate, c'est vraiment la première partie de l'accouchement où on a besoin que la porte s'ouvre. Hein, c'est comme un temple, la porte doit s'ouvrir. Et ce col, c'est surtout cette partie-là qui est la plus difficile à vivre pour les femmes, parce que c'est là où elles demandent la péridurale la plupart du temps. Euh, quand j'explique cette phase-là aux gens que j'accompagne, je la découpe en 4 phases et la dernière s'appelle l'abandon. C'est là où on passe cette fameuse phase de désespérance où la femme, souvent, elle dit, je vais mourir, elle implore qu'on la soulage. Elle n'a pas envie qu'on la soulage, mais elle implore. Et ça, c'est un phénomène normal. Et elle a juste besoin à ce moment-là qu'on croit en elle. Qu'on lui donne le message énergétique qu'elle est capable. C'est surtout pas de lui dire, mais voilà. Moi, je savais déjà que j'étais capable, donc, parce que je l'avais déjà vécu. Et en plus, j'étais seule parce que j'avais envie d'être seule. Et puis, toute cette journée était complètement folle. Donc ça, encore une fois, pour les détails, il faudra venir me voir hein, pour savoir les détails. Mais c'était Ça. complètement comme dans un film. Et du coup, je me retrouve seule dans ma salle de bain avec bah, en fait, c'était vraiment sauvage. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, pour être vraiment dedans, on est quand même des mammifères au départ, au niveau structurel de notre corps, on va dire, et on a besoin d'extérioriser. Donc, moi, je me souviens que je faisais des cris d'animal et je me retrouve dans la salle de bain à être totalement en abandon, justement, par rapport à ces sensations. Et je savais aussi qu'il y avait un moment où allait se produire ce qu'on appelle le réflexe d'éjection du fœtus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps pousse tout seul. Et juste avant ce moment, donc entre la fin de la dilatation du col et ce réflexe d'éjection, c'est là où le processus s'est enclenché, c'est-à-dire que j'étais tellement déconnectée du monde ici, hein, on va dire matriciel si on veut, et tellement connecté au savoir universel que je savais ce qui allait se passer. C'est-à-dire que je savais que déjà, non seulement tout allait bien, mais je savais exactement tout ce qu'il fallait que je fasse dans les moindres détails. Et je savais aussi que rien ne pouvait m'arrêter et rien ne pourrait plus jamais m'arrêter. Donc, quand j'ai senti le petit descendre, à ce moment-là, j'ai appelé Pascal et je savais exactement, euh, entre deux contractions, j'arrivais à peine à parler, qu'il fallait faire ça, mettre la serviette de bain là. Et je savais, en fait, c'est fou, c'est au-delà de l'intuition. C'est la certitude absolue. J'étais tellement connectée avec mon bébé, j'arrivais presque à lui dire, OK, maintenant, c'est bon, là, je sais ce que tu veux. On parlait, en fait, on communiquait. Et non seulement je communiquais avec lui, mais je communiquais avec toutes les autres personnes au monde, où en fait, on passe dans ces moments-là au départ, dans notre vie courante, quand je parlais de la vie matricielle, à je suis quelqu'un, je suis un corps, je suis, on va dire, une personne. Quand on arrive à se déconnecter dans un accouchement en puissance, par exemple, comme certaines personnes parlent dans la physiologie de la naissance,
on va dire, à ce moment-là, je ne suis plus personne. Je me fragmente, hein. Il y a un état de fragmentation. Je ne suis plus moi. Donc, il y a l'effondrement de l'ego, il y a l'effondrement de sa personnalité, on va dire comme ça. Et quand on accède à ce troisième niveau dont je parle là, maintenant, ce message, c'est je suis tout le monde. Je suis tout le monde. Et c'est là où le chakra du cœur s'ouvre à tel point que il n'est que amour. Et c'est cette énergie-là qui se déploie à ce moment-là. Et le chakra du cœur est le chakra par lequel tout est possible parce qu'on est dans les dimensions supérieures, alors qu'on nous tient par en bas tout le temps. Même euh, les phrases qu'on utilise, les expressions dans la langue française qui disent oui, ça me prend aux tripes ou voilà, ça c'est typiquement des expressions qui nous ramènent dans des énergies basses. Alors que quand on met du cœur au travail, hein, et puis qu'on a du cœur à faire ceci ou cela, on est dans des énergies différentes. Le chakra du cœur, quand il s'ouvre à tel point il ne se referme plus après, nous permet de transcender la peur. Et donc le message que je dis toujours, c'est que cette traversée mystique-là fait qu'on passe de la peur de mourir à la mort de la peur. Et quand on n'a plus peur, on ne peut plus avoir de limites. Le seul levier qui fait que le monde est ce qu'il est pour certaines personnes, c'est la peur. S'il n'y a plus de peur, le jeu s'arrête. Et donc, euh, l'antidote de la peur, c'est l'amour. Une fois de plus, c'est tout s'est imbriqué. Cette pièce-là me manquait. Et tout est devenu comme une évidence à ce moment-là. Waouh. Et c'est pour ça que tu dis qu'il y a un contrôle des naissances parce que la puissance que ça engendre chez la femme qui vit naturellement en conscience et pleinement sans assistance, quand c'est une grossesse sans risque, comme tu le précises à chaque fois, quand elle maîtrise cet enfantement. En fait, la seule personne, la seule personne finalement avec laquelle on doit gérer, c'est avec soi-même, hein. Parce que notre pire frein, c'est soi-même pendant un accouchement. Se sentir pas capable, évidemment. Mais comme je le disais, ça se joue à d'autres niveaux. C'est pas l'obstétricien du coin qui est conscient de toute cette mécanique. Lui, il est le fruit d'un système de propagande qui continue de former les gens à la pathologie. Donc, quand ils sortent des études, ces pauvres obstétriciens, ils voient de la pathologie partout. C'est normal, c'est un biais de la perception. En même temps, c'est extraordinaire d'avoir des chirurgiens pour pratiquer une césarienne quand le bébé est mal positionné et qu'il n'y a rien à faire. On est bien content, ça sauve des vies. Le problème, c'est que quand ces personnes-là doivent être responsables des accouchements de la majorité des femmes qui sont pas dans ces cas-là. Et donc, on crée de la pathologie partout. Et à partir de là, évidemment, que les gens qui ne connaissent pas leurs options et encore moins le message que je délivre derrière, bah forcément, ils voient l'accouchement comme un sale moment à passer, puis Dieu merci, il y a les médecins. Mais si on s'arrête là, c'est très bien, hein, on peut très bien vivre comme ça sans mal tourner. Le problème, c'est que c'est dommage parce qu'on est passé à côté du message le plus extraordinaire de la vie. Je rappelle que les hommes sont concernés. Moi, j'accompagne les femmes, elles viennent avec leur conjoint, et que souvent, on se dit, oui, mais alors du coup, l'homme là-dedans, oui, mais l'homme, lui, il est sorti d'un utérus aussi. On est tous sortis d'un utérus. Et ce muscle-là, le plus puissant au monde, c'est la femme qui le tient, sauf que les hommes aussi sont sortis d'un utérus. Et ça serait peut-être le moment qu'on se questionne sur comment on est arrivé sur Terre soi-même déjà. Donc, dans l'accompagnement que je fais, on retravaille ça. Comment je suis arrivée sur Terre? Est-ce que moi, j'ai pu vivre un moment où on m'a dit, t'es capable, toi aussi? Parce que la plupart de nous tous, on a soit été déclenchés, soit sortis avec les mains, les ventouses, les forceps, ou alors même avec les mains. Parce que je rappelle que même dans des pôles qui se veulent physiologiques,
quand la tête du bébé sort, les sages-femmes dégagent les épaules et sortent le bébé. Donc déjà, le message qu'on donne à ces bébés, c'est ben, mon petit chouchou, t'es pas capable. Mais les bébés ils savent très bien sortir tout seuls. Mais on vient quand même chaque fois les aider. Donc, la plupart de nous tous, toute notre vie, on va jamais se sentir super capable. Mais ça vient de là déjà. Ça vient de ces intentions-là. Ah oui, mais on va t'aider. Mais au secours. Moi, je dis toujours, faut se méfier de la bonté, c'est la pire des choses. Donc, voilà, tout ça pour dire que oui, il y a une attaque sur la naissance, mais ça date pas d'hier. On n'a pas attendu les hôpitaux pour ça. Ça se faisait déjà à domicile à l'époque, quand les médecins accoucheurs arrivaient. Et même avant, dans toute notre programmation, encore une fois, c'est pas juste. Moi, je ne travaille pas avec les gens qui veulent juste un accouchement sans péridurale ou comme ça. Non, ça, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Voilà. Nous, c'est la vitesse supérieure, hein, je dis toujours, et on va aller visiter ça, comprendre, mettre du sens dans tout ça. Oui, parce que justement, quatrième de couve sur ton livre, il y a cette phrase, on a rendu les femmes dépendantes et les hommes impuissants. Oui, Et, et en fait, c'est l'histoire de la société, quoi. oui. Alors, il y a du boulot, Emma. Voilà, il y a du boulot, ben, ça tombe bien, hein, sinon on s'ennuie. Non, mais moi, j'ai plus la télévision depuis, ça va faire bientôt 20 ans. Donc, quand je pense qu'il y a des gens qui s'ennuient, qui me disent, je sais plus comment tuer le temps, moi, alors ça, je crois que c'est l'expression française que j'ai plus de peine à comprendre. Mais oui, on a du pain sur la planche. C'est pour ça que maintenant, il faut que les gens se lèvent de leur canapé et se mettent à œuvrer parce qu'il y a tellement de belles choses à faire, c'est le moment. C'est le moment. Et justement, je voulais te demander un message qui réveille. Alors finalement, tu ne dis que ça, hein. Tout ce qui sort de ta bouche sont des messages qui réveillent. Mais voilà, si tu avais voilà, une salle devant toi, comme tu le fais, voilà, dans cet instant-là maintenant, qu'est-ce que tu aimerais dire dans un message qui viendrait réveiller les âmes, les êtres, les cœurs qui écoutent maintenant? Oui, bah alors il y a plein de choses, mais disons que une considération assez simple qui peut quand même aider souvent à se réveiller, c'est à s'imaginer le jour de sa mort. Parce que bon, moi j'ai 42 ans, je considère que j'ai fait à peu près la moitié du chemin. Et ça passe très vite, 40 ans. C'est 4 fois 10 ans. Donc souvent, on est tellement pris la tête dans le guidon dans son chemin qu'on se dit oui, bon, ça va, et puis on se rend même plus compte que tout passe, que la vie passe, et que nous, ben, finalement, on est toujours au même stade et qu'on a une chance extraordinaire d'être incarné ici. Donc je dis toujours le jour de votre départ de la Terre, de votre mort, ou comment vous voulez l'appeler, on s'en fiche, quel est le bilan que vous avez envie de retenir de tout ça? Est-ce que comment on pourrait vivre de se dire, bah merde, en fait, j'ai rien osé faire parce que j'avais peur, parce que c'est tout le temps ça, la même rengaine. Si on va creuser, c'est tout le temps ça. Les gens ne bougent pas parce qu'ils ont peur. Alors, ça peut être, il y a des peurs, c'est infini le nombre de peurs qu'on peut avoir. Mais finalement, comment serait votre vie si vous n'aviez pas peur? Voilà, Emma Cruzy, c'est ça, c'est les questions qui viennent. Et oui, et oui, et oui, toutes ces questions que tu nous poses, que tu oses poser, et qui viennent justement bien nous déloger des espaces de nous qui demandent qu'à bouger finalement, hein, mais tellement endormis. Oui, c'est confortable. Je dis toujours, le petit caca, c'est confortable, ça tient chaud. On se plaint beaucoup, mais au moins on le connaît et, et il tient chaud. Et puis après, il y a un jour, on ne sait pas pourquoi, on veut plus. Et à partir de là, c'est bien d'être entouré des personnes qui vont dans ce sens-là, hein. Ça permet aussi de gagner du temps et de se débarrasser de tous les freins, la culpabilité, toutes ces choses-là. C'est fini, ça. Ça, c'est fini. Mais pour ça, il faut s'autoriser, il faut avoir envie. Et effectivement, j'emmerde beaucoup avec mes questions, ça je le sais, j'ai toujours posé beaucoup de questions. Et en même temps, plus j'avance, et moins j'en ai, mais plus elles sont, elles sont dérangeantes.
Finalement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on m'embête pas tant que ça, finalement, par rapport à tous les sujets que j'évoque, parce que moi, je pose beaucoup de questions qui sont sans réponse. Ils sont sans réponse ou qui demandent à aller les chercher et pas dans les endroits où on nous a habitués d'aller les chercher aussi. Oui, bien sûr. Mm, Après, mm. ça dépend effectivement à qui on parle. Mais maintenant, j'ai l'impression quand même que les gens ont pris la fusée aussi au niveau de leur connaissance, au niveau de leur réveil. Ça aussi, hein, quand on dit toujours oui, c'était mieux avant, ben non, les gens avant, ils continuaient de penser que d'aller voter, ça servait à quelque chose. Enfin, il y a quand même une sacrée évolution. Alors, il y a toujours des gens qui vont penser qu'effectivement, tout va se jouer au niveau des lois et tout va se jouer au niveau des présidents, etc. Ça reste quand même maintenant, je trouve, une minorité, mais il y a encore effectivement du travail. C'est toujours En fait, tout est dans la même dynamique. C'est juste que il y a des contextes différents et des facettes qui ont l'air différentes, mais la dynamique est toujours la même. Il n'y a pas de séparation entre la politique, entre l'éducation, entre le travail, le monde du travail. On dit, hein, gagner sa vie aussi, ça c'est extraordinaire comme expression. Et il n'y a pas de, ce n'est pas saucissonné comme on essaye de nous le faire croire. Et donc moi, je prends la racine, je vais à la racine de tout ça, et c'est la naissance et la parentalité, parce que tout se joue là, dans l'éducation, dans tout le suivi, puis alors l'école aussi, voilà, ça, ce sont vraiment, moi, je suis là maintenant, dans ce niveau-là, parce que on est pour moi dans la jeunesse de tout. Justement, tu parlais de l'école, la parentalité aussi. Enfin, il y a beaucoup. En fait, c'est hyper vaste, hein. Il y a tellement, il y aurait tellement d'axes à évoquer, même si la racine, comme tu dis, est- reste la même toujours. Mais on a besoin aussi d'aller explorer chaque domaine. Euh, Est-ce que tu veux nous dire un mot sur l'école, justement? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des évolutions, c'est juste que peut-être l'enrobage du paquet est peut-être plus mignon maintenant. Mais non, je dis ça parce que je, ma première fille est dans une école Montessori, parce que son père voulait qu'elle reste à l'école. Et puis, bon, à un moment donné, on ne peut pas toujours tout choisir soi-même. Alors, je dis, l'enrobage est plus mignon, sur le papier, ça fait plus tout ce qu'on veut. Mais au final, la perversion du vocabulaire, elle est grandiose parce qu'on ne va plus dire punition, mais dans un système Montessori, on va dire conséquence. Mais au final, on punit quand même. D'ailleurs, je me suis souvent dit, la pauvre Maria Montessori, elle doit se retourner dans sa tombe si elle voyait ce qu'on fait euh, de sa pédagogie dans beaucoup. Alors, encore une fois, hein, ça dépend toujours des professeurs et ça dépend des établissements et surtout de la personne qui dirige l'établissement. Donc, ça va pour les petits, petits, pourquoi pas, et encore, mais à un certain moment, l'école, elle, encore une fois, je pense que là, le problème, c'est que tu vois, Karine, si tu commences à me lancer là-dessus, il va falloir qu'on fasse plusieurs épisodes. Mais moi, je propose que les gens votent en commentaire s'ils veulent d'autres épisodes. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui est passionnant. Moi, en tout cas, qui me passionne, mais je vais Oui, essayer de synthétiser, d'accord? Parce que c'est toujours difficile pour moi de synthétiser, parce il va falloir que je trie, et pour moi, tout est tellement important oui, à comprendre. Mais on est programmé pour penser que l'école va nous permettre d'avoir une vie digne de ce nom, pour bien gagner notre vie, bien évidemment. C'est un peu, si on dézoome, pourquoi on nous dit d'aller à l'école et de bien travailler? C'est pour avoir de bonnes notes. Mais pourquoi il faut avoir de bonnes notes? Pour avoir de bons diplômes. Et puis, si une fois on a des bons diplômes, on va peut-être pouvoir, comme j'entends souvent, avoir le choix. Alors, au lieu d'avoir seulement le travail numéro un, on va peut-être pouvoir choisir entre le un, le 2 ou le 3. Donc, on va pouvoir choisir les menottes qu'on aura. Au moins, c'est génial, on peut les choisir. Bon, alors choisissons une paire de menottes d'une autre couleur. Et puis, au final, l'école, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va nous mettre dans un moule, comme on va calibrer des tomates en Espagne pour nous les mettre sur les étalages. Ben, nous, on va nous calibrer comme des tomates. On nous prend tous à la même date de fabrication et on va nous récolter tous au même moment. C'est comme quand on va récolter des champs de blé, ben, on va tous les planter en même temps. Et puis ensuite, on récolte tout. C'est l'industrialisation. C'est le même principe.
Quand on voit des gens qui font de la permaculture et qui comprennent qu'il y a des synergies dans la nature, mais qui restent persuadés que l'école, c'est la meilleure des solutions, il y a une dissonance. On voit que effectivement, ils peuvent mieux comprendre si on leur met cette perspective-là. Ah oui, c'est vrai, finalement. Bon, encore une fois, c'est pas grave. On a peut-être fait fausse route pendant quelques années, mais c'est peut-être le moment aussi de remettre au goût du jour certaines considérations. Et l'école, je crois que ça fait partie de la programmation la plus puissante en nous, parce que c'est devenu totalement normal pour tout le monde de dire on a oublié 80% de ce qu'on a appris à l'école. Donc ça, c'est normal pour les gens de dire ah oui, mais il nous reste que 20%. Mais quand on dit à ces mêmes personnes, ben moi, je ne vais pas mettre mes enfants à l'école, ils vont nous dire ah bon, mais comment ils vont s'en sortir dans la vie? Ben, toi, il te reste bien 20% de ce que tu as appris. Pourtant, dans ta considération, tu n'as pas raté ta vie. Non, pourtant, elle est ratée dans la plupart des cas. Les gens, excuse-moi, mais ils ont des vies de merde. Ils le disent d'ailleurs. J'ai une vie de merde. Je me casse les fesses tous les jours. Je passe 2 heures dans ma voiture pour aller bosser. J'aime pas mon travail. Pour me taper une semaine de camping en été où je vais faire la queue pendant 3 heures pour m'acheter une glace, où tout coûte un bras parce que c'est la haute saison. Ça aussi, les gens ne sont pas compris que ça coûte cher de travailler. Parce qu'il va falloir être bien habillé, il faut être bien coiffé, il faut être bien maquillé, il va falloir s'acheter son lunch, il va falloir payer l'autoroute, l'essence, la voiture, l'assurance de la voiture, les vacances quand c'est le prix le plus cher. Et tout ça continue d'avoir lieu parce qu'on ne se pose plus la question, parce que c'est ce qu'on a fait depuis qu'on est enfant, où on sait très bien que l'enfant, quand il est petit, il n'a pas encore les ondes bêta dans sa tête. Et c'est là où moi, je décortique les ondes cérébrales avec les gens que je forme et je leur explique tout ça, comment ça fonctionne. Pourquoi on arrive à programmer les enfants aussi? Parce qu'ils sont programmables. Et pourquoi on veut mettre les enfants de plus en plus tôt à l'école? Ben, c'est exactement pour ce genre de choses-là. Parce que ce qui est dangereux pour un gouvernement, et je veux quand même le dire, même si tu ne m'as pas posé la question, parce que la clé, elle est aussi dans l'école. Les manifestations ne sont pas dangereuses. Les gens qui revendiquent ne sont pas dangereux. Les gens qui gueulent dans la rue ne sont pas dangereux. Les gens qui cassent tout et qui pillent tout ne sont pas dangereux pour le gouvernement. Ceux qui sont dangereux, ce sont ceux qui posent les questions. C'est eux qui sont dangereux. Parce que eux, ils commencent à comprendre que c'est eux qui ont la souveraineté. C'est pas je vais aller gueuler dans la rue pour qu'on me libère. Et l'école nous apprend à nous soumettre à l'autorité. C'est ça le rôle de l'école. Quel que soit le programme, on s'en fiche. Que tu apprennes à peindre avec tes doigts ou je ne sais pas quoi, on va t'apprendre à lever la main pour faire pipi, on va t'apprendre à obéir au professeur parce que c'est comme ça, et tu ne poses pas la question, tu suis le programme. Donc si on te dit que maintenant, il y a un réchauffement climatique anthropique, tu la boucles. Et si tu ne répètes pas ça comme on te le dit, tu vas louper ton examen, tu n'auras pas ton diplôme, tu n'auras pas ton bon travail, et c'est terminé pour toi, c'en est fini. Tu seras un raté toute ta vie et tu vas sortir du groupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, on ne va pas te dire qu'on te punit, on va te dire c'est une conséquence. Mais au fond, on comprend bien que la mécanique est pareille. Alors que avant, dans certaines civilisations avancées, le but de l'instruction, c'était d'amener les enfants à poser les questions, à réfléchir, à commencer à brancher les fusibles de la cogite. Ah, très bien. Mais alors pourquoi? Et c'est ça, pour moi, une école idéale, c'est une école où l'élève commence à remettre en question le raisonnement de son professeur et que tout ça est vu comme une victoire. C'est ça. C'est comme ça que ça doit être. Mais comme tout est inversé, eh bien, l'élève qui questionne, lui, c'est un paria. Il faut le casser d'une façon ou d'une autre. Et le pire, c'est que les gens qui ont été cassés à l'école quand ils ont été enfants deviennent maintenant les publicitaires de cette école et ils veulent que leurs enfants aient à l'école. Et finalement, on se rend compte, mais c'est dingue. C'est pire que le syndrome de Stockholm, finalement. Tu vois. Euh, c'est les ambassadeurs. Et alors qu'eux-mêmes n'aimaient pas l'école. Et quand on pose la question aux gens, quels sont tes bons souvenirs de l'école, tout le monde va te dire, c'était la récré avec mes copains. C'est pas, ah oui, c'était le cours de maths avec Madame Schmitt, tu vois, qui nous a fait des problèmes, déjà les problèmes hallucinants. Non, c'était la récré avec les copains. Donc, on est conditionné à penser que l'école nous socialise et fait qu'on passe des bons moments. Non, 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 non. La récré, c'est 15 minutes le matin
Et puis alors, heureusement, hein, on n'est plus en période de pandémie parce que sinon, il fallait encore faire un trait à la craie par terre pour se mettre dans un cercle. Et puis, Dieu sait comment ça sera au prochain hein, à la prochaine. Rendez-vous à la saison 2, les amis. Donc là aussi, de nouveau, on se rend compte, la perception de la réalité, elle est complètement folle. À quel point on a modifié nos souvenirs aussi par rapport à ça. Parce qu'on passe plus de temps assis derrière un bureau à attendre que la cloche sonne. Quelle misère de vivre comme ça. Alors les gens vont dire, oui, mais on n'a pas le choix, il faut bien qu'on travaille. Et allez, c'est reparti, on met une couche de programmation sur la tartine. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, il faut poser les bonnes questions et surtout être entouré des bonnes personnes qui peut-être certaines fois peuvent nous donner un coup de main parce qu'il y en a qui ont une telle couche qui ne se rendent pas compte qu'à chaque fois que c'est toujours oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et je dis que le changement, il arrive quand les gens commencent à dire oui, donc, et pas oui, mais, parce qu'avec un oui, mais, on continue d'être tout le temps dans la même dynamique. Et l'école, donc pour moi, on va dire, le début, et puis maintenant en France, c'est 3 ans, c'est le début de, de la vie du jeune esclave, où effectivement, même si on met un emballage rose ou qui clignote ou avec des licornes, ça reste un esclave. Un esclave. Et lui, ce qu'on va attendre de lui, c'est que ben, finalement, il apporte une certaine dose d'énergie sous quelque forme que ce soit, qui sera évidemment... En fait, on est juste des piles. C'est aussi simple que ça. On est une somme d'énergie disponible pour ceux qui veulent en disposer. Peu importe la façon ou la forme que ça prend. C'est juste ça. Et euh, tant qu'on n'a pas justement brisé ce cercle, et l'enfantement est cette opportunité-là hein, d'appuyer sur le bouton, où on sait que la souveraineté vient de soi, l'autorité est en soi et pas en l'extérieur, le jeu cesse. Le, la seule et l'unique euh, motivation et le seul rôle de l'école, c'est de faire oublier ça aux gens, qu'ils ont eux-mêmes l'autorité sur eux-mêmes. Donc, il y a du boulot, oui, effectivement, il y a du boulot. Parce qu'on est né en France avec le mythe extraordinaire de la Révolution française, c'est beau, hein, les gens se sont battus pour avoir des acquis sociaux. Quand tu dis aux gens, mais pourquoi tu vas voter? Ben, on s'est battu pour avoir nos droits. Quand on entend les gens dire, je veux savoir quels sont mes droits, on sait que là, les gens sont complètement dans le cirage. Tu imagines quand même des gens, je veux connaître mes droits. Ah bon? Donc, quel livre va t'autoriser? Fou, hein? Merci, merci infiniment, Emma. Oui, je parle beaucoup, hein. Mais c'est tellement puissant et tellement, ça vient toucher tellement profond en fait que voilà. Merci pour ton courage, merci pour ton cœur et merci pour toutes les voies que tu réouvres pour nous et d'avoir accepté d'être là. Merci infiniment. Avec plaisir. Je suis sûre que vous avez été touchés à un endroit ou à un autre par les propos d'Emma. Je vous invite donc à approfondir ces sujets aussi vastes les uns que les autres et à la retrouver sur ses réseaux Facebook, Instagram, sa chaîne YouTube et son site internet. Vous aurez toutes les infos en dessous de la vidéo. Merci pour votre écoute. À très bientôt sur Calcédoine.